Merci à toutes et à tous. I would like to apologize for the English-speaking people because I was not prepared to make the talk in English but in French. And you have the English version on the CREGEN website, which is indicated on the first slide. Merci beaucoup au professeur Bellepomme pour son invitation et à toutes et à tous ici et à l'ensemble de l'ARTAC qui fait un énorme et superbe travail de synergie entre les associations et les chercheurs. Je voudrais vous parler aujourd'hui non seulement des OGM, mais également des pesticides, puisque vous savez que 100% des OGM agricoles sont faits pour contenir des pesticides en quantité qui ne sont pas évalués correctement par les autorités. Et nous partons d'une situation où on trouve aujourd'hui sur les gènes de fœtus, les gènes des cellules de cordon ombilical et de placenta, jusqu'à 400 polluants par cellule. Et les bébés ne sont pas encore nés. Quand ils naissent, ils sont soumis au gaz de voiture. Vous savez que les pots d'échappement sont au niveau des poussettes. Et nous avons ensuite toute une série de dioxines et de produits qui ont été mis intentionnellement dans l'environnement, des additifs, des conservateurs, des pesticides, les seuls produits volontairement répandus dans l'environnement en temps de paix, les seuls produits volontairement toxiques, volontairement répandus dans l'environnement en temps de paix. Et tous ces produits se retrouvent évidemment sur les gènes des fœtus. On ne peut pas s'étonner qu'ensuite ils contribuent à des maladies chroniques, à des niveaux où ils n'ont pas d'effets toxiques aigus, ou presque pas, mais des effets chroniques, comme nous l'avons montré. Et donc, c'est la première fois que les cancers augmentent chez les enfants dans tous les pays industrialisés, c'est reconnu par l'INSERM, et que nous ne sommes plus dans le cas d'une maladie de vieillesse ou simplement mieux détectée. 2013, Science et Vie lui-même, qui ne dit pas toujours de belles choses, montre que l'espérance de vie en bonne santé baisse et commence à admettre par le bout de la lorgnette la situation mondiale dans laquelle nous sommes. Nous avons travaillé depuis 15 ans dans mon équipe sur les effets des pesticides sur la santé et sur les cellules humaines. Nous sommes actuellement l'équipe qui publie le plus dans le monde sur ce sujet et sur les effets des OGM à long terme. Et nous avons montré, c'est une découverte qui date de 2013 et en 2014, que l'ensemble des évaluations des pesticides dans le monde, je mesure mes mots, n'est pas seulement mensongère, scientifiquement fausse, mais malhonnête, à cause des conflits d'intérêts. Je voudrais vous dire qu'effectivement, on mesure des effets toxiques à court terme avec les pesticides, mais aussi des effets perturbateurs endocriniens. Mais je voudrais vous dire que nous avons étudié 10 formulations de pesticides sur 10 types cellulaires différents, humaines. Et que mesurons-nous? Eh bien, en fait, on mesure presque dans tous les cas, et le Roundup en est le symbole, le pesticide le plus vendu au monde, l'herbicide le plus utilisé avec 80% des OGM agricoles sur 175 millions d'hectares, que le principe actif déclaré, le glyphosate, n'est pas le plus toxique, comme pour les néocotinoïdes, comme pour beaucoup de pesticides, dans les formulations qui sont données aux agriculteurs et aux jardiniers. Et nous avons une différence, vous voyez la courbe bleue, c'est le glyphosate en haut, pour 2 types cellulaires différents, de cellules embryonnaires, et la courbe, nous ne détruisons jamais d'embryons, ce sont des cellules de cordon ombilical ou de placenta, et nous avons le consentement des mamans, et nous voyons qu'il y a également une baisse énorme de la vitalité et du fonctionnement des cellules avec le Roundup à des doses qui sont jusqu'à 100 000 fois plus faibles que les doses agricoles. C'est-à-dire que le glyphosate n'est capable de tuer qu'à partir de doses agricoles élevées, 1 ou 2%, tandis que le Roundup, à 100 000 fois moins, il est capable de le faire. On a découvert quels étaient et publié les réels principes actifs, c'est-à-dire qu'il y a, retenons-le, d'une part les pesticides réels et d'autre part les principes actifs déclarés qui sont des sortes de leurres fantômes, dans tous les cas que nous avons mesurés pour les 10 principaux pesticides du monde. Et ces leurres sont effectivement toxiques, mais à des doses aiguës
plus fortes qui permettent de dire aux autorités et aux industries, en chœur, bien en chœur, souvent, on a l'impression d'ailleurs qu'ils ont formé un groupe de chœur, hein, je ne voulais pas dire autre chose, que ça n'est pas toxique aux doses que l'on rencontre dans l'environnement. Ce sont des dérivés éthoxylés qui sont probablement des graisses de porc comme passées au barbecue et mélangées avec des produits corrosifs très puissants qui sont vendus par ailleurs aux compagnies de lessive comme détergents non biodégradables. Et ce sont souvent des extraits de pétrole au cours des raffineries qui servent aussi de produits corrosifs détergents. D'ailleurs, Total fournit certains de ces produits aux compagnies de pesticides. Vous savez que les 8 principales compagnies de produits chimiques, de pesticides, d'OGM et de médicaments sont les mêmes à travers le monde. Ils font partie du réseau des 85 fortunes qui ont plus de la moitié du PIB mondial. Et ces produits, on les retrouve aussi donnés par ExxonMobil, qui d'ailleurs est dans l'ILSI, le grand cabinet européen de lobby des biotechnologies, avec comme président notre ami Monsanto. Donc, on a trouvé quels étaient ces produits par spectromètre de masse, on l'a publié, et on a voulu savoir d'abord si ces produits existaient dans les autres pesticides du monde, et ensuite si ces produits changeaient les valeurs réglementaires de contamination des pesticides dans l'alimentation, dans les eaux, les rivières, etc. Et nous nous sommes rendus compte que si on évaluait le pesticide tel qu'il existe vraiment, tel qu'il est utilisé par les agriculteurs et les jardiniers, il était jusqu'à 1000 fois plus toxique en moyenne que le principe actif déclaré, et donc que toutes les doses journalières admissibles et les limites maximales de résidus qui sont calculées à partir des principes actifs seuls dans les tests réalisés par la seule industrie sont fausses. C'est-à-dire que quand les préfets appliquent une dose journalière admissible pour dire eh bien écoutez, vous ne devez pas ou vous devez consommer ce produit, il faudrait qu'elle soit 1000 fois plus faible pour être à peu près réaliste. Autrement dit, nous sommes non seulement en dépassement des doses journalières admissibles, le ministère de l'Agriculture l'admet dans un tiers des cas, des légumes et des fruits mesurés, manger 5 fruits et légumes par jour, bon appétit, mais en plus, bon, de toute façon, ces produits se concentrent dans les graisses animales, hein, donc soyez rassurés. Il y en a plus dans le jambon avec du lard que dans les fruits et les légumes. Donc, nous avons actuellement des doses journalières admissibles fausses d'après les travaux de nos résultats, puisque les produits sont jusqu'à 1000 fois plus toxiques que leur principe actif qui est utilisé seul dans les tests à long terme recommandés par l'ANSES, l'EFSA, l'EPA, etc., toutes les danseuses du coin. Donc, nous avons, si nous avons des doses fausses, c'est qu'il faut une réévaluation, ou alors il faut admettre qu'on a des ADI 1000 fois plus basses, et il n'y a que l'agriculture bio qui tient à ce moment-là comme réelle agriculture, qui a d'ailleurs nourri le monde pendant 10 950 ans. Je voudrais vous dire que ces résultats, c'est la différence que vous voyez entre les courbes noires, qui sont les principes actifs déclarés, et les formulations qui sont les courbes rouges. Et vous voyez qu'elles sont toujours en dessous en toxicité, c'est-à-dire beaucoup plus toxiques. Elles font chuter la vitalité des cellules beaucoup plus vite que les courbes noires. Ça, c'est pour un fongicide, par exemple, le tébuconazole, mais vous avez ça aussi pour un herbicide, Staran. Vous avez ça aussi pour l'imidaclopride, le fameux néocotinoïde mis en cause dans la toxicité des abeilles. Ce qui veut dire que dans toutes les discussions ministérielles et autres au sujet des impacts des néocotinoïdes sur les abeilles, on se trompe encore parce que le ministère et les fournisseurs utilisent des données de toxicité qui sont faites sur le principe actif seul. Sur le vieux principe éculé de Paracels, c'est la dose qui fait le poison, donc il y a un principe plus toxique que les autres. Et pendant ce temps, les firmes mettent 5 ans à mettre au point les meilleurs détergents corrosifs qui pourront amplifier et faire pénétrer le principe actif et le faire coller sur les semences, les gènes et nos tissus, nos cerveaux, nos testicules, nos ovaires, nos seins, puisqu'il n'y en a pas un qui soit exempté dans cette salle pour contenir ces produits. Les surveillances européennes des députés européens le montrent. On avait déjà gagné un procès contre Monsanto
l'Allemagne, plus exactement, lorsque le gouvernement allemand a voulu nous donner les données d'un OGM, Monsanto avait attaqué le gouvernement allemand, c'était le TTIP, le traité transatlantique avant l'heure, en 2005. Ils ont été en cour d'appel pour attaquer le gouvernement allemand, qui nous avait donné les analyses de sang de pauvres malheureux rats, 40, qui avaient mangé leur OGM pendant 3 mois seulement. Et pour ça, ils ont été en cour d'appel contre un gouvernement. Ils ont perdu. Et aujourd'hui, nous avons, grâce à ce précédent judiciaire, évalué 19 OGM qui contenaient des pesticides agricoles selon les tests des industries elles-mêmes, qui ont fait des tests de 3 mois seulement. Et nous avions vu, déjà cette étude avait été une des plus citées au monde sur ce sujet, que c'était essentiellement donc, du soja, du maïs, un peu de coton, un peu de colza, mais qu'ils avaient toujours les mêmes caractères. Dans 80% des cas, absorber un pesticide et ou produire un insecticide, et dans 20% des cas environ, produire un insecticide tout seul. Donc ce sont toutes des plantes à pesticides. Contrairement, on nous a fait avaler le contraire, que les OGM allaient réduire les pesticides, alors que devinez le premier OGM du monde, plus de 60% des OGM, c'est le soja qui est fait pour absorber de haut niveau du principal pesticide du monde. Vous voyez qu'on est au Moyen-Âge de la connaissance. Alors, ce que nous avions vu, c'est qu'au bout de 3 mois, dans les tests révélés par l'industrie qu'ils cachaient, il y avait jusqu'à 9% d'effets secondaires, dont 42% étaient sur les reins et 28% sur le foie. Ça nous a, alors qu'ils avaient mesuré beaucoup de paramètres, pas nos 100 000 paramètres que nous avons mesurés dans notre étude à long terme, mais une bonne dizaine de milliers. Et nous avons alors compris qu'il y avait des effets hépatorénaux graves. Et nous avons voulu prolonger ces tests. C'est la raison de cette étude à long terme, pendant 2 ans, qui a coûté 3,2 millions d'euros, jusqu'à ce jour la plus chère publiée sur un produit déjà commercialisé, avec 100 000 paramètres. Et nous avons évidemment utilisé les rats qui étaient recommandés par les normes internationales, les rats Sprague-Dawley sur les études de toxicité chronique. Nous avons répondu à toutes les critiques. Ils avaient 3 critiques majeures. La première, ce ne sont pas les bons rats. Manque de peau, ils utilisaient les mêmes pour autoriser le produit sur le marché. Bon, on les a évidemment mesurés plus longtemps, mais nous avions en fait des contrôles et des traités dans les mêmes conditions. Et c'était des rats recommandés, c'était l'espèce recommandée par les normes internationales. Ensuite, ils nous disaient qu'il n'y a pas assez de rats. On en a utilisé 200, dont 180 traités. Et ils en avaient utilisé 40 seulement pendant 3 mois, et nous pendant 2 ans, pour autoriser le produit. Et puis, ils nous disaient qu'il n'y a pas les bonnes statistiques, et ça, le professeur de Vels vous en a parlé. En plus, on a utilisé des statistiques qui sont recommandées dans l'étude du génome humain, la méthode dite OPLSDA. C'était la première fois qu'on l'appliquait à ce type de produit. On avait donc une inversion des hormones sexuelles au bout du 15e mois, c'est-à-dire que la testostérone baissait et l'estradiol augmentait, comme pour un perturbateur endocrinien. Et on avait des problèmes hépatiques et rénaux chez les mâles, assez visibles. Vous voyez l'état de dégradation des reins des rats traités, soit aux OGM contenant du Roundup, soit du Roundup, en bas par rapport au contrôle qui est sur la gauche. Alors, les rats mouraient plus rapidement en consommant des OGM traités au Roundup, courbe rouge par rapport à la courbe verte. Je vais vous en montrer que 2 parce qu'on en a plusieurs dizaines. Et surtout, ils avaient des tumeurs, ces animaux, plus rapidement et de manière plus importante, 2 à 3 fois plus. Donc vous voyez cela. Et les rats ont plus de tumeurs lorsqu'elles consomment de l'eau contaminée au Roundup. À quelle dose? C'est la première fois qu'on faisait ça. On faisait le Roundup dans son entièreté, pas seulement le glyphosate, pour la découverte que nous avions faite de l'effet toxique des adjuvants, et à 0,1 partie par milliard, ce qui est très très peu, c'est la dose autorisée dans l'eau du robinet, mais pendant 2 ans, ça a été donné aux rats face à des rats qui buvaient de l'eau qu'on a vérifiée comme pure. Oui, et donc voilà les effets que nous avons vus sur ces rats. Donc évidemment, ces photos et ces petits films ont fait le tour du monde et ont été dans les 24 heures très critiqués par Monsanto, qui a réussi 1 mois et demi après la publication d'entrer dans le bureau éditorial de la revue Food and Chemical Toxicology et à devenir Richard Goodman, rédacteur en chef de la section biotechnologie de tous les papiers. Alors il en a retiré quelques-uns et le nôtre, il nous a demandé de nouveau les 100 000 paramètres que nous avions publiés. Et là, il a dit:
mais vous comprenez, parce qu'ils avaient, entre deux, viré l'éditeur qui s'occupait de l'Europe pour le journal. Et donc, on a, pendant un an, répondu à leurs questions. La première, on n'a pas voulu parce qu'elle était très bizarre. Quelles sont les coordonnées GPS du champ où vous avez fait pousser les maïs ? Parce que vous n'avez pas le droit de faire ça sans l'autorisation de Monsanto. Alors on a dit, on a tous les papiers d'avocat. On l'a fait au Canada dans un lycée agricole qui avait le droit de le faire. On ne vous dira pas qui parce qu'ils veulent quand même continuer à avoir des semences. Et d'autre part, il est clair qu'on a signé qu'on ne ferait pas de recherche sur les semences et que ça s'est destiné à l'alimentation des animaux. On a fait de la recherche sur les animaux, mais ça, on avait le droit. Et donc, ils ont été sidérés de voir qu'on avait bouclé les choses au niveau des avocats. Le cabinet de Corinne Lepage, d'ailleurs, nous a aidés. Et on a republié l'étude parce qu'ils l'ont rétractée. Alors, ils l'ont rétractée en disant, il n'y a pas de fraude, on a la lettre sur notre site Internet, il n'y a pas d'interprétation mal intentionnée, cependant, vous ne pouvez pas conclure. Ah bon, pourquoi ? Eh bien voilà, parce que ce n'est pas les bons rats et parce qu'il n'y a pas assez de rats. Et puis, deuxième lettre, parce qu'on fait appel à ces idées imbéciles, et deuxième lettre, ah ben, vous comprenez, vous ne pouvez pas conclure sur le cancer. Ah, dommage pour vous, monsieur Wallace Hayes, éditeur en chef, on n'a pas prononcé le mot cancer dans l'étude. Vous reprenez le PDF et vous regardez, il n'y a pas le mot cancer. On a décrit un adénocarcinome parce que ce qu'il faut savoir et que tous les spécialistes du cancer savent, c'est que toutes les tumeurs ne se transforment pas en cancer. Donc on en avait certains qui étaient transformés, mais on n'avait pas fait l'étude là-dessus, puisque notre étude n'était pas une étude dédiée simplement à étudier les tumeurs, mais l'ensemble de la santé des animaux, ce qu'on appelle la toxicité chronique, plus de 100 000 paramètres. Et donc ce qu'on avait fait, c'était voir que ces tumeurs, dès qu'elles grossissaient, cancéreuses ou non, elles créaient des hémorragies et elles poussaient sur des organes vitaux et les rats mouraient au fur et à mesure de ces grosses tumeurs, indépendamment du fait qu'elles soient cancéreuses ou pas, et même plus vite que si c'était le cancer qui agissait. Donc on a republié notre étude parce que 5 éditeurs ont été scandalisés, nous ont proposé de la republier en open source, en disant à Monsanto, faites pareil. Et on a écrit à l'ANSES pour qu'ils fassent pareil, la grande agence française. Ils nous ont dit, mais nous, on n'a pas les analyses de sang des rats soumis au Roundup par Monsanto. Ah bon? Mais non, ça n'existe pas parce qu'ils font que le glyphosate. Alors, on est donc dans un système religieux, disons sectaire, plus que scientifique, et vous voulez en avoir la preuve? Ben, j'ai une excellente nouvelle pour les médias du monde entier. Il n'y a pas de conflit d'intérêts chez Monsanto. Et la preuve, c'est celle-ci, c'est-à-dire que voilà, ils critiquent notre étude dans le journal qui nous a publié, et vous voyez, c'est en haut, Bruce Hammond, Monsanto Company, Daniel Goldstein, Monsanto Company, et David Saltmiras, Monsanto Company, mais ils n'ont pas de conflit d'intérêts. C'est merveilleux. Donc pourquoi vous vous posez cet après-midi des questions de conflit d'intérêts ? Alors, comme il n'y a pas que Monsanto sur Terre, il y a DuPont qui fait aussi des OGM. Et donc, DuPont fait autoriser le colza transgénique. Je reviens du Canada avec un collègue, mon co-auteur, et ils ont plein de cultures de colza tolérants au Roundup. Alors, on regarde leurs tests, évidemment de 3 mois seulement, et ils ont effectivement utilisé Nora, mais ils ont fait ça que pendant 3 mois, et ils disent il n'y a pas de différence par rapport au contrôle. Et nous, ils nous avaient dit, mais vos rats, ils sont naturellement sensibles aux tumeurs. Et effectivement, en Assemblée nationale, ils ont été obligés de donner leurs chiffres. Ils ont jusqu'à 90% dans les rats, disent-ils, normaux, de tumeurs hypophysaires naturelles et 80% de tumeurs mammaires naturelles au bout de 2 ans, sans montrer la chronologie de développement. Ah bon, et nous, on en avait 20, 30%, 10% chez les mâles au bout de 2 ans, et ça se développait qu'à la toute fin de la vie. Donc comment ça se fait qu'ils avaient 3 fois plus de tumeurs que nous? Alors on a fait venir 12 nourritures du monde entier pour les rats réglementaires de laboratoire. Elles étaient toutes contaminées, jusqu'à 50% d'OGM, et puis aussi plein de pesticides, notamment du glyphosate, des métaux lourds, des PCB, des dioxines, et voilà. Et donc on s'est rendu compte que les doses qu'il y avait de polluants dans l'alimentation des rats qui servaient pour les dites données historiques, et dans les contrôles de DuPont, on a dosé le même lot, était en fait suffisante pour expliquer le nombre incroyable de tumeurs qu'ils voient dans les rats contrôles et qui leur permettent de dire qu'il n'y a pas de différence avec les rats traités. Ce qui fait qu'on a soulevé un lièvre absolument immonde, qui est que dans l'évaluation réglementaire des produits chimiques aujourd'hui et des médicaments, on utilise ces données historiques qui sont faites à base de croquettes contaminées données aux rats qui ont toutes sortes de maladies. Tandis que nos contrôles
qui n'ont pas mangé de la nourriture bio mais non traitée aux pesticides, il n'y avait pas de label, n'avaient pas toutes ces maladies. Donc on ne peut rien voir. Alors on a des solutions pour s'en sortir, c'est des conflits d'intérêts, c'est arrêtons de chercher des experts qui n'ont pas de conflit d'intérêts, ils disent que moi j'en ai parce que je suis au CRIGEN ou à l'université, que j'ai déjà parlé sur les OGM. Donc il faut demander la transparence sur les analyses de sang que les autorités utilisent, qu'elles ne font jamais elles-mêmes, mais qu'elles font faire aux entreprises elles-mêmes, et qui servent pour autoriser les 100 000 produits chimiques dépensés par centaines de millions de tonnes dans notre environnement, et les kikis et les cœurs et les glandes de nos bébés et de nos enfants. Pensons aux générations futures, comme va vous le montrer Émilie Gaillard tout à l'heure, et nous allons voir que si on fait cela, il y a toute une série de mythes scientifiques qui tombent, et à ce moment-là, on peut mettre en place un nouveau système. Et puis, il y a des plantes qui ont de superbes arômes et des produits qu'on peut rajouter dans les plats, comme le fait mon co-auteur, le chef Jérôme Douzelet, et bien d'autres, qui montrent qu'on peut se détoxifier à partir de plantes naturelles. Il y a aujourd'hui, on l'a prouvé grâce à une bourse de thèse mise en place par le Conseil régional de Basse-Normandie sur les produits Seven Pharma, et on a montré qu'on pouvait détoxifier des cellules humaines intoxiquées avec ces produits en stimulant les gènes éboueurs dits de détoxification. Donc il y a aussi des solutions au niveau individuel et des solutions au niveau collectif. Mis à part la bonne nouvelle du fait que Monsanto n'ait pas de conflit d'intérêts, ça c'est des vraies bonnes nouvelles. Et voilà ces plantes, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est pour montrer que le principe existe. Voilà, tout cela est dans notre dernier livre qui vient d'être publié ce mois-ci chez Actes Sud, et merci pour votre attention.